Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Aujourd'hui, pour cet épisode, je rencontre Marc qui est formateur en laboratoire de lentilles à Paris. Son quotidien se compose de formation et d'accompagnement auprès de nombreux professionnels adaptateurs en lentilles de contact, mais également de bien d'autres choses dont il nous fait part dans l'épisode. Cela lui apporte un quotidien assez varié, ses semaines ne se ressemblent pas et c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Suite à l'obtention de son master sciences de la vision à Orsay, il a eu l'opportunité de pouvoir passer une thèse. C'est donc un sujet qu'on aborde tout particulièrement dans cet épisode parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement je ne me rendais pas compte exactement de en quoi consistait une thèse. Je ne me rendais pas compte non plus de la rareté de possibilités de passer une thèse en tant qu'optométriste. Je lui pose de nombreuses questions et notamment je lui demande ce que ça lui apporte aujourd'hui dans sa carrière professionnelle. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma rencontre avec Marc. Bonjour Marc. Salut Inès. J'espère que tu vas bien. Nickel. Ça me fait plaisir de tourner cet épisode avec toi parce que du coup, pour te présenter un petit peu, tu es formateur chez Cooper Vision. Donc on s'était plutôt rencontrés dans ce cadre-là au début. Et puis de fil en aiguille, on s'est croisés sur quelques événements opto et du coup je t'ai proposé de participer au podcast, comme ça on peut vraiment discuter autour de ton parcours, de ce qui fait que tu en es là aujourd'hui. Toi quand tu as 18 ans, que tu passes le bac, de quoi tu as envie, vers quoi tu pars? Bah déjà moi aussi, je suis ravi. Juste petite introduction et on en a discuté avant, mais pour l'instant j'aime beaucoup tous les podcasts que tu as fait, donc je suis ravi que tu m'aies proposé. Donc moi à 18 ans, pour information, je viens de la région plutôt lyonnaise. J'ai passé un bac S spécialité SVT. Et en fait à la fin de mes 18 ans, quand c'est le moment de choisir son orientation, j'étais un petit peu perdu. Je savais pas trop vers quel type de métier me tourner. Et en fait j'avais un prof de bio avec qui j'étais assez proche, qui me parlait un peu de tout ce qui tournait autour de l'environnement et j'avoue que déjà à l'époque c'était quelque chose qui m'intéressait, l'avenir de la planète on va dire. Donc du coup à 18 ans je suis parti à la fac de la Doua à Villeurbanne, à côté de Lyon, pour faire une fac de bio parce qu'en fait ils avaient une spécialité sur l'environnement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Le problème quand on a 18 ans et qu'on s'inscrit tout seul, c'est qu'on fait des couacs. Et en fait, lors de mon premier semestre à la fac de la Doua, j'avais pas l'option sur l'environnement que je voulais, justement. Donc j'avais que des options sur de la biochimie, de la biologie, l'étude des vers de terre, des plantes, enfin des trucs qui sont peut-être très passionnants pour certains, mais qui pour moi étaient un petit peu loin de mes attentes. Donc déjà, j'ai pas fait un premier semestre dingue où vraiment je me suis retrouvé et où j'étais passionné. Le deuxième semestre est arrivé, j'ai eu cette option environnement et en fait c'était plutôt une option caillou que j'ai pas forcément bien aimé. Donc là du coup je me suis un peu remis en question sur du coup mon avenir. J'étais un peu déçu quand même de pas avoir réussi à 18 ans à trouver ma voie comme certains de mes collègues. Et donc du coup j'étais parti du principe que j'étais pas fait pour les études et qu'il me fallait du coup quelque chose de très court qui m'apprenne un métier. C'est en partie comme ça que j'ai découvert du coup le métier, opticien. C'est pas comme ça que j'ai découvert, mais du coup le métier d'opticien répondait quand même à ce critère de se dire que je voulais un métier court. Avec des études courtes. Exactement, c'est ça. Ça marche. Et donc du coup tu t'inscris à Lyon à l'école? Alors, en fait quand j'ai décidé que je n'allais pas continuer la fac, je me suis un peu remis en question sur ce que je comptais faire. J'ai beaucoup discuté avec mes parents parce qu'on est assez proches, ils me connaissent assez bien. Ma mère me voyait plutôt dans le domaine de la santé, dans le côté humain, voilà, toujours ce besoin d'aider les autres. Lui, mon père, il voit plutôt le côté business, argent et il trouvait que j'avais un bagage un peu commercial, il me voyait plutôt dans la partie commerciale. Donc du coup, j'ai fait pas mal de salons d'étudiants, avec en tête des boulots tournés autour de la santé et des boulots tournés autour du commerce. Donc en fait rien à voir, mais j'étais vraiment paumé. Donc du coup c'était notamment un salon d'étudiants à Lyon où j'y allais pour rencontrer les IFSI, les écoles d'infirmiers lyonnais.
et rencontré aussi les IUT Tech Deco lyonnais. Et en fait, au cours de ce salon d'étudiants, je suis tombé sur le stand de l'ISO Lyon. Et en fait, en passant sur le stand. Eh ben non, c'est pas eux qui m'ont alpagué, c'est plutôt moi. J'ai bugué et je me suis dit, mais en fait, opticien, c'est le genre de métier que tout le monde connaît. Et tu sais jamais vraiment et en fait, ce qu'il faut faire comme étude. Ouais, en fait, tu te poses même pas la question de te dire, ah bah oui, en fait, ce métier, il y a des études pour ça. Tu vois, oui, c'est vrai. Tout le monde le connaît, mais on oublie que bah oui, il y a des études pour être opticien. En tout cas, moi, quand j'avais 18 ans, j'y pensais pas. Parce qu'en plus de ça, moi, je suis quelqu'un qui a pas de problème de vue. Donc en fait, avant mes 18 ans, j'ai peut-être dû aller 2 fois chez l'opticien parce que j'ai une de mes cousines qui est opticienne et c'était juste pour lui faire un coucou, mais vraiment, c'est tout quoi. Et en fait, du coup, quand je me suis posé là-dessus, il y avait des mots en plus écrits en gros, santé visuelle, commerce. À l'époque, ils mettaient beaucoup en avant leur bachelor management en optique. Je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, c'est ce qu'ils mettaient vachement en avant. Et effectivement, je me suis fait alpaguer par une étudiante. On a beaucoup discuté. Ils m'ont invité à leur soirée d'un thé. Donc ça m'a... Enfin, soirée d'un thé. C'était pas vraiment une soirée d'un thé, c'était plus une soirée sympa comme ça. Et en fait, avec le recul, je me suis dit que c'était vraiment un métier qui était complet, qui correspondait à mes attentes. Ça regroupait vraiment les deux parties, autant la santé que le côté humain, que le côté commercial, quoi. Que le côté commercial, que le côté humain, que le côté aussi indépendant. Parce que je pense que c'est un peu l'objectif de tout opticien quand on démarre les études. On a toujours un peu en rêve de dire qu'on ouvrira un peu notre boutique et qu'on veut être indépendant, notre propre patron. Il y a le côté aussi esthétique qui m'attirait, tu vois, le fait que ce soit un métier qui soit assez propre, tourné vers le conseil ou autre, j'avoue que ça aussi ça m'attirait pas mal. Après moi c'est surtout le côté commercial au début qui m'a attiré quand même quand je suis rentré à l'ISO. Mais commercial dans le sens où tu pouvais avoir ton magasin, gérer des magasins, ce côté-là, ou le côté commercial de la vente? En fait quand j'ai discuté avec, notamment sur ce stand, il y avait le directeur de l'ISO à l'époque et donc il m'expliquait un peu aussi au-delà du BTS les différents parcours qu'il proposait et je sais qu'il m'a parlé de la licence d'optométrie de contactologie mais je la comprenais pas en fait. Avant d'entrer dans l'école, je la comprenais pas cette licence. Alors que le bachelor management en optique, quand il me l'a présenté, pour moi c'était très concret. Du coup je m'étais dit, bah tiens, c'est vrai que ça pourrait être bien de monter mon magasin ou créer ma structure et autres. Je m'étais dit que j'aurais plus besoin de ça. Et c'était d'ailleurs l'objectif un peu quand je suis rentré du coup à l'ISO. Je m'étais dit, ok, je rentre à l'ISO, mais suite à ça, je fais le BMO. Et je l'ai pas fait. Petit spoil. C'est ça. Très bien, donc du coup, tu t'inscris à ISO Lyon. Ouais. Donc 1 an après le bac, quoi. T'as fait que une année. Exactement. Bac à 18 ans, pas une année de fac une année de bio. fac, Et après l'ISO. Ouais. Ça marche. Donc tu fais le BTS en temps plein ou en alternance? Temps plein. Temps plein. Temps plein, ouais. Est-ce que ça te plaît? Ouais. Est-ce que tu t'y retrouves? Ouais. Alors en fait déjà pourquoi j'ai pris l'ISO Lyon. Alors c'était certes eux que j'avais rencontré au salon de l'étudiant et en fait aussi parce que donc, du coup j'ai une de mes cousines qui est opticienne, enfin petite cousine qui est opticienne pardon, et qui elle avait fait ses études à Moret. Et donc j'étais allé la voir pour la questionner justement sur la qualité de cette école et elle m'a un peu poussé à le faire en initial en me disant que elle en tant qu'opticienne elle a 20-30 ans de plus que moi, elle trouvait que depuis quelques années, tous les étudiants qu'elle retrouvait de l'ISO Lyon et qui avaient fait la formation initiale étaient d'un très très bon niveau. Et donc elle m'a un peu poussé à le faire. Elle, de son point de vue extérieur, elle trouvait que c'était une très bonne formation. Et moi, maintenant, avec le recul, je continue à dire qu'en tout cas, j'ai eu une très bonne formation pendant ces 2 années. Ouais. J'ai beaucoup aimé mes 2 années à l'ISO Lyon. Alors il y a le côté humain où je me suis fait beaucoup d'amis qui jouent énormément, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, et c'est là la différence par rapport à la fac de bio que j'ai pu faire, tous les profs, la majorité des profs que j'avais étaient des profs anciens opticiens, et forcément quand tu as quelqu'un qui a une expérience professionnelle, dans son cours il va rajouter des anecdotes ou des histoires de vie ou autres, qui moi en tout cas me passionnent et qui font que j'étais assez proche de mes profs. Parce que du coup on parlait vraiment d'adulte à adulte et j'aimais bien ça. Entre quand tu rentres en BTS où tu as vraiment cet objectif d'aller faire le bachelor en management et ta fin de BTS, est-ce que ton envie est la même? Est-ce que tu as changé un petit peu de perspective? Non, en fait, j'irais même au bout de 2 mois où je suis arrivé en BTS. Donc effectivement j'avais cet objectif de faire un bachelor management en optique. En fait au bout de 2 mois je me suis rendu compte que c'était pas du tout là-dedans que j'étais bon. Moi toutes les matières gestion, marketing ou autre, j'étais une brêle on va le dire. Par contre tout ce qui était analyse de la vision, optique physiologique, optométrie ou autre, je me suis pris de passion.
mais vraiment une vraie passion dès le BTS déjà, j'adorais. Alors déjà je pense aussi que c'est parce que les profs étaient passionnants et passionnés, mais moi j'ai adoré. Donc non, ouais, en fait au bout de 2 mois déjà je savais que je partirais plutôt sur ce penchant-là. Il y a aussi le fait aussi que j'ai eu un de mes profs à l'ISO Lyon qui avait fait son master au Canada. Et je saurais plus dire exactement quand, mais il y a eu un moment où ils nous avaient présenté un peu les 3 os du milieu de l'optique. Et ils nous avaient présenté le 4e, l'optométriste. Et du coup, c'était peut-être 1 mois ou 2 après la rentrée, je sais pas. Et je m'étais déjà dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Parce qu'il l'a fait et c'était quelqu'un qui m'inspirait assez bien. Donc en fait quand il m'a présenté du coup le métier d'optométriste, ouais, je me suis dit c'est ça en fait que je veux faire. Tu fais la licence du coup, je fais la licence à Orsay, c'est ça. Ça marche. À Orsay, tu la fais pas à ISO Lyon? Non, mes profs m'ont poussé à la faire en initiale à Orsay. Donc du coup voilà, en fait, il y a aussi le fait que mes profs m'ont poussé à le faire dans le sens où je savais pertinemment que du coup, je voulais faire un master. En tout cas, c'était mon objectif. Et après avoir discuté avec mes différents profs, pour un gain de temps, ils m'ont conseillé de directement partir à Orsay, la faire en initiale, puis faire le master en initiale. C'était vraiment pour un objectif de temps que j'ai fait ça. Donc du coup, tu te retrouves à Orsay. C'est ça. Qui n'est pas à Paris. Qui n'est pas à Paris. Grosse déception. En région parisienne. Parce qu'en réalité, ils m'ont dit tu vas monter à Paris. Et en fait, non, pas du tout. Orsay, c'est pas du tout à Paris. Quand tu regardes sur Maps, tu crois peut-être que c'est proche, mais en fait pas du tout. Enfin, en tout cas pour moi qui viens pas de Paris, je me suis perdu un peu. Mais bon. Okay. Et donc là, tu le fais en initial, donc c'est en 1 an? Ouais, c'est même pas 1 an, c'est 8 mois, 7 mois. En fait, c'est de septembre à mars. Okay. Et après, on part en stage. Tu avais un stage aussi en fin de BTS. Ouais. Alors, tu fais où ce stage-là? Alors, le stage, il est pas en fin de BTS, il est entre la première et la 2e année. Donc moi, mon stage, je l'ai fait dans le magasin Alain Flelou, dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu. Ce choix, en fait, il a surtout été fait par rapport à l'humain. En fait, j'avais pas vraiment d'idée précise. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je fasse plus ou moins vers chez mes parents. Parce qu'après, c'était plus après. Point de vue pratique. Plus d'un point de vue pratique. Et j'avais pas vraiment de boutique qui me sautait aux yeux. J'avais des préjugés sur certaines enseignes, on va être honnête, dont sur Afflelou, clairement. Mais en fait, du coup, je l'ai quand même tenté. Je suis rentré dans ce magasin. Et en fait, c'était un magasin où il y avait 3 jeunes. La responsable de magasin, à l'époque, devait avoir 24 ans. Donc autant dire que c'était très très jeune comme magasin. J'ai été hyper bien accueilli. Ils m'ont rappelé peu de temps après pour qu'on se voit, mais ils étaient intéressés par mon CV. On s'est rencontrés, j'ai discuté avec eux, l'entretien s'était hyper bien passé, et donc du coup ils m'ont pris pour le stage. Et le stage s'est juste super bien passé parce que c'était un magasin qui était jeune, mais justement c'était des personnes qui sortaient depuis pas très très longtemps des études. Et alors je sais pas si c'est lié à l'âge ou pas, mais ils avaient cette conscience professionnelle où certes ils étaient à Flelou, et des fois on peut avoir l'image un peu de Alain Flelou en mode... on fait une 2e, 3e, 4e paire à 1 euro et c'est un peu de la pacotille. Non, eux, c'était vraiment toujours de la qualité pour le client au cœur de la vente. On prend son temps pour répondre à ses besoins. Enfin, donc non, moi j'ai adoré ce stage. Il m'a été hyper utile aussi pour mon développement personnel parce qu'ils m'ont très vite lancé dans le bain. Au bout d'1 semaine de stage, je faisais des ventes progressives. Là où du coup il y en a certains des fois en fin du stage du premier BTS ils font que de l'atelier. Alors après je pense aussi le fait qu'ils ont vu que mon niveau d'atelier n'était pas très bon, donc ils ont peut-être préféré me mettre en vente. T'éloigner de c'est ça, l'atelier. exactement. Mais non, moi j'ai adoré, et c'est d'ailleurs un magasin que j'ai suivi un peu par la suite. Je continue à bosser un peu avec eux les week-ends et certaines vacances pour les aider, et j'ai toujours plaisir, même encore aujourd'hui, même si ça fait des années que j'y bosse plus, à descendre les voir, prendre des nouvelles. Ouais. Tu vois, moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse, c'est que tu dis que t'étais plutôt à l'aise avec l'humain, etc. Que le côté commercial t'intéressait, et c'est pour ça aussi que je t'ai posé la question. Oui, mais le côté commercial, le côté management, ou le côté commercial, la vente pure et dure. Et tu vois, tu dis que les matières qui t'ont le moins plu en BTS, ça va être le droit, la gestion, marketing. Mais finalement, c'est des matières, surtout au BTS opticien, qui sont très théoriques. Et ça n'a rien à voir avec le commercial que tu fais en magasin, avec la vente que tu fais en magasin. Totalement. Donc en fait, ça voulait pas forcément dire que toi, c'était pas ton truc. En tout cas, ces matières-là, c'était peut-être trop théorique, tu vois. Ouais, et puis je pense qu'il y a le fait que quand t'as 20 ans,
des fois tu peux être borné sur certains trucs, et je pense que j'ai pris en grippe ces matières dès le début de mon BTS. En disant ça je ferai une impasse à l'examen. Ça me servira à rien, entre guillemets. Donc voilà, je pense que du coup, voilà, j'ai dû faire... Alors après, je faisais le minimum syndical pour avoir des notes moyennes, tu vois, mais non, ouais, c'était vraiment pas l'éclate. Là où, tu vois, je pense, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus tu parles de management et autres. Là, actuellement, maintenant, à 30 ans, c'est maintenant que j'aimerais peut-être prendre des cours de management ou des cours de marketing, enfin voilà, un peu plus poussé, ouais. Et sur des choses plus concrètes, quoi. Peut-être, ouais. Que... Parce que je suis un peu plus mature, parce que je connais un peu plus le marché. Et donc, du coup, tu termines cette année à Orsay, tu pars en stage. Ouais. Et où est-ce que tu fais ton stage ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage en Suisse, à Lausanne, enfin à Crissier exactement, qui est un petit village à côté de Lausanne. Donc en fait, il faut savoir que à mon époque, je sais pas si ça se fait encore, mais la fac d'Orsay avait un partenariat avec le groupe Visilab en Suisse. Et donc chaque année, ils prenaient une poignée d'étudiants. Donc on était sélectionnés par rapport à notre classement du premier trimestre, il me semble. Et en fonction de ce classement, du coup, on avait un ordre, et donc les premiers choisissaient leur magasin, et ainsi de suite. Moi, j'avais 3 amis qui étaient partis l'année précédente à Lausanne, et qui m'avaient survendu la ville de Lausanne, comme quoi c'était génial, comme quoi les magasins étaient géniaux également, comme quoi la pratique était vraiment chouette. Et donc du coup, avec un très très bon ami de promo, et une autre amie également, on s'était dit que si on était pris, on irait à Lausanne. Et donc après, effectivement, ça dépendait aussi de notre classement, mais par chance, je suis parti du coup avec 2 amis à Lausanne. Donc eux 2 bossaient dans le Lausanne Centre, et moi j'étais un peu excentré. C'était génial parce qu'on avait réussi à trouver un logement dans les vignes, au pied du lac de Genève, ou lac Léman, je sais pas comment les gens l'appellent. Mais non, c'était une super expérience, et ça a été ma première expérience en tant qu'optométriste, où j'ai pu développer toutes mes compétences en examen de vue et lentilles. Parce que du coup, tu étais en magasin, mais un magasin qui avait déjà une activité contacto, examen de vue... Totalement. En fait, donc, dans ce magasin-là, c'est un assez gros magasin qui se situait dans un centre commercial. Dans mes souvenirs, on devait être 10 opticiens dedans, dont 1, 2, 3... Et bah du coup, j'étais le 4e optométriste. Donc il y avait 4 optométristes et 6 opticiens qui faisaient toute la partie vente. Dans ces 4 optométristes, tu avais le directeur du magasin qui lui détestait les lentilles de contact mais qui adorait les examens de vue. Une fille qui était là depuis assez longtemps qui adorait la contacto et qui avait vraiment poussé pour développer la contacto. Donc c'est-à-dire que bien avant que j'arrive, elle était allée voir les ophtalmos du coin, elle était allée voir les différents magasins du coin. Enfin, elle avait fait une grosse pub, une grosse com pour développer la contacto. Donc du coup, c'était un magasin qui faisait énormément de contacto. Et puis donc une optométriste qui avait changé de magasin quand je suis arrivé et qui elle reprenait doucement la contacto parce que ça faisait des années qu'elle n'en avait pas fait, mais bon, elle avait quand même un master, mais voilà. Et moi qui arrive en stage et qui ai juste soif de pratiquer, donc dès que je pouvais en faire, j'en faisais, et d'ailleurs j'en ai fait assez vite, ouais. Trop bien. Et donc ça te conforte dans ce que tu es en train de faire comme formation. Totalement. Ça te conforte à aller vers le master. C'était un super stage parce que je passais mes journées entières en salle d'examen de vue et surtout en salle de lentilles d'ailleurs. En fait, la chance que j'ai eue dans ce stage, c'est que la fille qui a justement développé les lentilles était, je pense, dans une phase de sa vie où elle voulait peut-être un petit peu moins en faire. Ou en tout cas, elle m'a beaucoup délégué. Et en fait, j'ai récupéré toute la contacto de ce magasin. Donc j'ai fait beaucoup de boulettes au début, je pense. Mais comme tout adaptateur qui démarre. Mais du coup, j'ai énormément appris, notamment plus sur la partie management du patient, chose qu'on n'apprend pas forcément quand on est étudiant, ou en tout cas à la fac, on ne met pas assez en avant la partie management du patient. Mais j'ai adoré. Et en plus, le fait de faire ce stage avec 2 autres amis qui étaient aussi optométristes, le soir quand on rentrait et qu'on prenait l'apéro ensemble, et on racontait notre journée. Alors t'en avais un, il avait vu tel cas, moi tel cas, ainsi de suite. Et en fait, on était 3 personnes hyper passionnées, et en plus 3 personnes hyper motivées pour le master. Et en fait, je pense qu'on se poussait vraiment vers le haut par rapport à ça. Bon, en soi, quand on était en Suisse, de toute façon, tout était déjà écrit parce que les examens étaient passés. Mais non, ouais, ça m'a vraiment conforté dans l'idée de faire le master derrière. Ok, trop bien. Et ça dure combien de temps, là, ton stage ? Ça dure 4 mois. 4 mois, ouais. Quand même. Donc, t'as le temps de reprendre la contacto, de passer le temps ouais. Non, puis surtout dans ce magasin. Très, très vite laisser accès en à autonomie, tout ça. Ouais. C'est bien. C'est comme ça qu'on se forme le mieux. Hein. C'est ça, exactement. Ça marche. Et donc, au bout de 4 mois, tu retournes à Orsay.
Tu pars en master et du coup là il est en quoi? En 2 ans ou 3 ans? 2 ans. 2 ans. Du coup, toujours en formation initiale. Donc là, le master à Orsay, c'est 1 an et demi, même en tant que tel, avec après 6 mois de stage. Bon, un master assez classique. Le master 1, en tout cas à l'époque, il était assez cool, en toute honnêteté. Très léger au niveau des cours. Ce qui m'a permis, du coup, entre le master 1 et master 2, de bosser en tant que remplacement. Enfin, j'ai été remplaçant d'une responsable de magasin qui était en congé mat. Donc là, du coup, nouveau challenge parce que du coup, vraiment un vrai rôle de management dans un magasin où en fait les 2 opticiens qui étaient sur place n'avaient pas le diplôme. Ils n'étaient pas opticiens. Ils n'avaient pas le BTS. Non, exactement. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont engagé avec si peu d'expérience. C'est qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec un diplôme d'opticien et moi j'ai accepté parce que le côté gestion du magasin m'attirait. Gestion d'une équipe, ça m'attirait. Et puis le salaire m'attirait. Et du coup, tu trouves le temps de faire ça quand? C'est quoi? C'est les samedis? Et en fait, j'ai démarré au mois de mars parce que j'avais la chance qu'on avait très très peu de cours à la fin du Master 1. On avait peut-être 1 ou 2 jours de cours par semaine. Et donc du coup, j'avais réussi à négocier avec le patron pour démarrer. Enfin, il a plutôt négocié avec moi, ce qu'il me voulait un peu plus avant. Mais donc du coup, dès le mois de mars-avril, on va dire, j'ai démarré à bosser dans ce magasin jusqu'à fin août. Ok, donc tu faisais quand même un 35 heures C'est ça. Classique. Ouais. Ça marche. Jusqu'à fin août, donc tu passes quelques mois. Ça te plaît d'être plutôt sur un poste de management? Alors, le management me plaît. Après, là où moi je vais avoir une petite déception, c'est qu'ils avaient une très très belle salle d'examen de vue, mais pas d'adaptation lentille. Donc du coup, pendant cette période-là, j'ai pas pu vraiment faire de lentilles comme je voulais. Je faisais surtout de la manipulation, du conseil, de l'entretien, mais pas de l'adaptation. Après, je faisais des examens de vue, renouvellement d'ordonnance et autres, mais pas non plus une expérience de dingue. Voilà. J'étais pas hyper enjoué, c'était un job d'été, je l'ai fait, ça m'a fait une expérience, mais voilà. Et même en termes de management, de gérer une équipe, même s'il y avait 2 personnes. Et j'ai adoré Oui, ce côté-là, parce que, quand même. bien sûr. Oui. Okay. Bien sûr, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi aussi. Parce que c'est pareil, t'avais quel âge? T'avais 21, 22 à cette époque-là. 22 ans. Donc c'est pareil, tu passes c'est ça. Et à manager une équipe 23, à 22 24. ans. Mais c'est quand même te mettre sur un poste à responsabilité à cet âge-là. Donc c'est vrai que c'est... Après, c'était... la chance que j'ai eue, c'est que ces 2 personnes-là, on avait un esprit d'équipe où on travaillait ensemble. Le but, c'était de faire tourner le magasin. Eux, ils avaient quelque chose peut-être de plus que moi, c'est que ça faisait un petit peu plus longtemps qu'ils étaient là. Et dans ce magasin, ils avaient une ambiance un peu de famille, où tu vois, le grand responsable du magasin, qui lui avait plusieurs magasins, ils le voyaient un peu comme leur papa, tu vois. Là où moi, j'étais trop récent pour voir ça. Mais donc, du fait qu'ils avaient un peu cet esprit famille dans le magasin, ils acceptaient assez facilement mon management, on va dire. Mais après, on va être honnête, j'ai pas non plus révolutionné le magasin. Le magasin tournait déjà très très bien. J'étais surtout le mec qui signait les papiers, quoi. Et tu rentres en Master 2, c'est quoi? C'est 6 mois de cours, non, c'est ça? 4 mois. 4 mois de cours. 4 mois. Et tout le reste en stage. C'est ça. Et là, pour le coup, les 4 mois sont beaucoup plus intenses que les 1 an de M1. Et donc après, stage. Pour le stage, je suis un peu partagé parce que... Alors, chose qui était très très bien à l'époque, c'est qu'on avait obligation de faire minimum 2 mois en cabinet d'ophtalmologie. En tout cas, quand on était en formation initiale. Je trouve ça génial parce que ça nous force à avoir une expérience clinique, on va dire. Là où c'était un peu moins bien, c'est que moi je voulais aussi découvrir un peu l'industrie et la recherche. Et donc du coup, ça veut dire que si je dois faire les 2, c'est 4 mois de recherche et 2 mois de clinique. Et c'est pas forcément facile à trouver, notamment le stage de clinique, uniquement pour 2 mois. D'habitude, ils préfèrent nous avoir au moins pour 6 mois. Mais j'ai eu de la chance et j'ai réussi à trouver les 2. Donc du coup, j'ai fait 2 stages pour mon master 2. 4 mois chez Silor Instruments. Donc à l'époque, ils étaient à Vincennes. Là maintenant, ils sont placés sur Créteil, où j'intègre du coup la section instruments avec Adèle Longo en maître de stage. Je me permets de la citer parce qu'elle était top comme maître de stage. Donc voilà, si elle m'entend, elle sera contente. Mais du coup, super équipe, super projet. Et après ça, du coup, 2 mois en cabinet. Et donc là, cette fois-ci, j'avais trouvé un cabinet dans le Nord-Isère, donc j'étais retourné vers chez mes parents. Un assez gros cabinet où justement ils engageaient des optométristes pour la contacto.
parce que les ophtalmos avaient... il y a eu des... Je saurais plus te dire ce que c'était, mais à l'époque, il y avait eu des décrets qui étaient sortis et qui faisaient que certains ophtalmos avaient pris peur un peu des ordonnances qu'ils pouvaient faire, un peu à l'arrache. Et donc du coup, cet ophtalmo-là en question, pour se sécuriser et s'assurer que toute ordonnance lentille qui sorte de son cabinet soit viable et en tout cas de bonne qualité, avait décidé du coup d'embaucher des optométristes. Okay. Donc du coup, moi quand j'étais arrivé dans ce cabinet, il y avait déjà 2 optométristes qui étaient sur place et donc du coup je venais renforcer l'équipe. Des optos qui avaient le master? Il y en avait une, elle avait la maîtrise. Donc le M1? Le M1, ouais je sais pas trop, elle l'avait eu il y a quelques années à Marseille. Et la deuxième, effectivement, elle avait le master de l'ISV. Et du coup, pour toi, c'est la première fois en cabinet? Ouais, finalement. Exactement. Et alors, est-ce que tu as apprécié cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses que tu en retires? Moi, j'ai énormément apprécié cette expérience parce que j'y allais un petit peu à reculons, pour être honnête, parce que j'avais donc du coup quand j'ai démarré ce stage en clinique, mes collègues qui eux avaient déjà démarré leur stage, enfin de janvier à avril, eux ils avaient déjà démarré leur stage, moi de janvier à avril j'étais chez Essilor. Donc du coup ça fait déjà 4 mois et j'avais eu un peu des retours où il y avait eu certains stages où c'était vraiment du presse-bouton. Et j'avoue que moi ce stage là notamment, il m'avait attiré par la partie contacto, mais t'as toujours un peu la surprise quand t'arrives sur place. Et j'en connais beaucoup des personnes où on leur dit oui vous allez faire de la contacto puis au final vous en faites pas. Donc du coup j'arrive et hyper content parce que une grosse équipe d'orthoptistes et moi en plus à la fin de mon master j'avais beaucoup de préjugés sur les orthoptistes comme beaucoup je pense d'étudiants en master et en fait je suis tombé sur une super équipe, on s'entendait très bien, j'ai été très bien accueilli, j'ai énormément appris de tous, mais que ce soit des médecins ou des orthoptistes et des optométristes. Et puis oui, cerise sur le chapeau, on avait vraiment 3 jours dédiés à la contacto, où j'ai pu voir des cas et faire des adaptations juste dingues. Enfin, pour la petite anecdote, c'est que ma première adaptation que j'ai fait dans ce cabinet, c'était un bébé de 9 mois qui avait été opéré de cataracte congénitale. Et donc du coup, il fallait qu'on trouve une solution pour remplacer 20 dioptries. Trop bien. Et donc, est-ce que là, tu te dis, ah là, mon stage, il va être bien? Ah ouais. Dans ce cabinet, donc du coup, tu avais une dizaine d'ophtalmos. Allez, j'ai plus les chiffres en tête, mais on devait être 7 orthos et 3 optos. On faisait tous de la consulte classique, hein, donc examen de vue, bilan visuel et OCT, topo et compagnie, tout ça. Par contre, tout ce qui était champ visuel était réservé aux orthoptistes. Et elles avaient également mis en place le système RNO, qui est un système de renouvellement des lunettes. Donc ça leur était réservé. Et donc nous, les optos, on avait par contre la contacto qui nous était réservée. Et de toute façon, dans tous les cas, aucune ortho n'était intéressée par la contacto. Donc nous, ça nous arrangeait bien. Ok. Donc tu arrives à la fin de ce stage. Tu auras fait plusieurs stages en magasin, un stage en recherche avec Essilor, un stage en cabinet. Tu seras arrivé au bout de ton master, 5 ans d'études, et là, à ce moment-là, tu as envie de faire quoi? À ce moment-là, j'ai juste envie de partir voyager. J'ai pas eu l'opportunité du coup pendant mes études, là où moi j'ai eu certains de mes amis qui ont pu faire des Erasmus, ce genre de choses, de partir. Et le stage chez Essilor s'est quand même très bien passé. Mais j'ai compris un petit peu que l'anglais pouvait peut-être être un frein pour moi pour plus tard. Donc je me dis, c'est peut-être le moment de partir. T'es jeune, célibataire, donc t'as pas de contraintes qui te gênent à rester en France. Et je me dis, vas-y, pars. J'avais pour projet de partir 4 mois en Irlande et 6 mois en Australie pour à la fois voyager mais également progresser en anglais. Pas que mon niveau soit nul, mais bon... Voilà, j'ai jamais eu l'occasion de partir, donc l'idée c'était un peu de me donner un coup de pied aux fesses. Donc du coup, pour l'Australie, il faut avoir un minimum d'argent sur son compte, que je n'avais pas totalement. Donc je décide de retourner au magasin à Laflelou chez mes parents pour bosser et mettre tout cet argent de côté, donc et vivre sous les jupons de papa-maman, je sais pas comment dire, mais voilà, vivre chez eux gracieusement. Et en fait, une semaine après mon mémoire de master, donc, je bosse déjà dans ce magasin, dans l'idée de partir 2 mois plus tard en Irlande et en Australie. En fait, on m'appelle, le responsable de la formation à Orsay m'appelle pour me proposer du coup de faire une thèse en optométrie. Thèse qui est en partenariat avec Essilor également, et thèse qui est sur un sujet qui est très tourné autour de l'optique et qui me parle parce qu'il est très professionnel.
J'ai connu des sujets de thèse ou des sujets de mémoire qui des fois je trouvais étaient un peu alambiqués. Là, le sujet me parle énormément. Et puis il y a le fait qu'on me propose cette thèse. C'est quelque chose qui est quand même assez rare dans notre milieu. C'est pas tous les ans qu'il y a quelqu'un qui fait une thèse. J'hésite quand même un peu au début parce que c'est un engagement de 3 ans. Pendant 3 ans, c'est-à-dire retourner vivre en région parisienne, peut-être autour d'Orsay. Ça veut aussi dire pas avoir forcément un salaire mirobolant. Et puis ouais, c'est un engagement. J'hésite quand même pas mal et en même temps je me dis, les voyages je pourrais toujours en faire. La thèse on la proposera qu'une seule fois et je serais frustré plus tard de ne pas pouvoir faire tel ou tel métier sous prétexte que je n'ai pas validé fait de thèse. Donc du coup je décide de partir faire ma thèse à Orsay. Ok, donc pas de voyage. Pas de voyage. Ça marche. Et donc en fait, ça consiste en quoi de faire une thèse ? Ça consiste en quoi de faire une thèse ? Tiens, c'est une belle question ça. En fait, on part d'un préambule, d'une question, d'un fait, de différents résultats scientifiques qui existent déjà. Nous, on a des suppositions, des hypothèses que l'on s'est données ou que l'on a lues dans la littérature. L'idée derrière ça, c'est de créer un projet de recherche pour lever justement toutes ces hypothèses qu'on a eues. Donc tester les hypothèses en fait. Exactement, c'est ça. Donc c'est de la mise en place de protocoles, c'est de la littérature scientifique. Les 6 premiers mois de recherche, je pense que j'ai surtout passé mon temps à lire. Alors, pas que, parce qu'on faisait déjà pas mal de petites manips, mais en grosse partie c'est ça, parce qu'en même temps tu peux pas te lancer sur un sujet si tu n'es pas expert dessus, et il n'y a qu'une seule manière d'être expert, c'est de se renseigner. Et après, moi où j'ai eu un gros avantage, c'est que mon sujet de thèse étant financé en partie par Essilor, il était très très cadré comme sujet de thèse. Les objectifs étaient déjà fixés un peu en amont. Les protocoles, alors je vais pas dire qu'ils étaient mis en place, mais il y avait déjà un gros brouillon, et moi mon rôle pendant ces 3 années ça a été de le rendre un peu plus joli, un peu plus propre et un peu plus clean, et surtout le fait de faire ces manifs. Ok. Donc, voilà. Et pourquoi ça nécessitait que tu retournes en région parisienne ? Tu pouvais pas faire ça sur Lyon ? Non. Parce que pour toutes les manies... Il faut être présent sur le laboratoire, les manip... Parce qu'en fait il y a des... Donc pour t'expliquer, j'ai en partie étudié du coup des aberrations optiques autres que la sphère et le cylindre, donc des aberrations de haut degré, et pour ça on utilisait un appareil qui mesurait le front d'onde, qui modifiait aussi le front d'onde qu'on envoyait à l'œil du... j'ai envie de dire patient, mais pas patient, du cobaye. Et ça, c'est le genre de machine qui n'existe... Enfin, je vais pas dire qu'il n'existe qu'à Orsay, mais en tout cas, la machine que j'utilisais n'était présente qu'au labo où j'étais. D'accord. Voilà. Et plein d'autres machines étaient présentes qu'au labo où j'étais. Et puis, mon maître de thèse était présent sur Orsay. Et malgré tout, c'est quand même mieux de travailler en collaboration qu'à distance. Et puis, en plus de ça, quand j'ai démarré, moi, ma thèse, c'était bien avant le Covid. Et tu vois, toute la notion de travail à distance, je pense qu'en France, on l'avait pas encore trop. Tu vois, c'était vraiment pas rentré dans les mœurs. Peut-être qu'avec le recul, ouais, on pourrait un peu plus le développer. Mais je pense qu'à l'époque, on n'y pensait pas du tout. Pendant ma thèse, donc la recherche, ça reste majoritairement une activité que tu fais derrière ton ordinateur. Donc, il y a eu des journées qui n'étaient pas très stimulantes, on va tout à fait être honnête. Moi, autant j'avais adoré mon stage de recherche chez Essilor, parce que c'était court, parce que c'était intense, parce que j'avais une maître de stage qui me stimulait énormément. En 4 mois, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 études chez Essilor. Là où du coup en thèse, en 3 ans, j'ai fait 4 études. Enfin, le rythme était un peu plus long, mais en même temps, j'allais plus loin dans mes idées. Mais du coup, par chance, j'ai eu l'opportunité de pouvoir enseigner aussi pendant ces 3 années de thèse à Orsay. Donc en parallèle de la thèse. C'est ça. En fait, on a l'opportunité, quand on fait une thèse, de pouvoir faire du monitorat. Et donc du coup, moi j'ai fait des interventions en contactologie, dans les TP de contactologie. Pour le master ? Non, pour les licences. Pour les licences. Pour les licences. Pour le master, j'ai animé un TP sur les aberrations, mais bon, c'était comme ça, rien de bien fou. Et en plus de ça, donc en plus d'intervenir pour les TP de contactologie, j'étais également tuteur du coup pour les mémoires en licence. Enfin, du fait de bosser dans le milieu de la recherche, ça me permettait d'avoir un certain regard quand même sur les études bibliographiques. La bibliographie, voilà. tout ça. Ouais.
Et donc du coup, j'ai adoré moi faire l'enseignement. C'est vraiment quelque chose que... Et tu t'étais posé la question avant? Tu savais que tu étais attiré par ça? Ou c'est vraiment là, une fois que ça s'est posé à toi, tu peux faire ça, que Alors, tu t'es dit oui, ok? mais tu vois, je m'étais toujours dit, oui, l'enseignement, pourquoi pas un jour, mais peut-être en fin de carrière, tu vois. Parce que ce petit côté... Genre c'est l'activité c'est cool, on fait pas pré-retraite. grand-chose, c'est ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Je retire absolument tout ce que je pense. Mais non, j'ai quand même toujours été un petit peu attiré par l'enseignement. Mais en même temps, je pensais pas qu'après le master, j'étais légitime, tu vois, de le faire. Tu sors à peine des études et tu renseignes, tu réenseignes ce que tu viens à peine d'apprendre. Donc bon, c'est d'ailleurs pour ça que la première année s'est très bien passée, j'ai adoré. Mais vu que du coup je ne faisais que de la recherche à côté, j'avais l'impression de pas forcément être hyper crédible aux yeux de mes étudiants. Parce que tu augmentais pas ton expérience contacto, quoi. Exactement. Tu augmentais pas tes capacités. À part mes expériences magasin, le stage en Suisse qui m'a totalement révélé en contacto et ce dernier stage en cabinet, j'étais pas non plus... Enfin voilà. Alors après, bon, l'enseignement en licence ne demande pas non plus une expérience de dingue, mais voilà, j'avais un peu... j'estimais que j'étais pas assez légitime. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un interne en ophtalmologie. Enfin, je peux... Qui a trouvé qui en tout cas, mais il cherchait un optométriste, moi je cherchais un ophtalmologiste. Une amie à tous les deux nous a mis en contact. Et donc lui il cherchait quelqu'un pour bosser les week-ends. Il reprenait de la consulte dans un cabinet et il cherchait un opto du coup pour toute sa partie pré-consulte et adaptation lentilles également. Donc sur du Paris. coup, ouais, à Orsay, exactement. À Orsay. Ouais. Donc du coup j'ai accepté ça et donc du coup moi mes semaines étaient rythmées par la thèse, l'enseignement. Et les week-ends, je bossais dans le cabinet et j'adorais. Alors du coup, j'avais des semaines qui étaient très remplies. C'était du 7 jours sur 7, des fois. Mais on a discuté tout à l'heure, ça va bien un moment. Après, au bout d'un moment, c'est ça. Alors après, ce qui se passait, c'est que aussi, j'avais vraiment besoin, déjà de un financièrement, d'un peu d'argent avec cette OFTA. Même en fait au final je me suis rendu compte que le contact humain me manquait énormément et ça c'est ce que j'ai retrouvé du coup en cabinet. Le côté santé me manquait énormément et puis aussi j'étais célibataire donc j'avais le temps vraiment, mais c'est vrai clairement à partir du moment où par contre j'ai trouvé quelqu'un j'ai un peu réduit, du coup je bossais plus que le samedi, jamais le dimanche ou ce genre de choses, un peu voilà pour comment se sont passées ces trois années. Et donc à la fin de la 3e année tu finis ta thèse. C'est ça. Est-ce que tu l'as finie vraiment? Ouais, ça alors moi j'ai eu de la chance, on va dire, c'est que le Covid, je l'ai assez bien vécu. Dans le sens où le Covid est tombé pile au moment où il fallait que je commence à rédiger ma thèse et où j'avais usé toutes mes heures d'enseignement. Donc en fait, j'avais plus d'enseignement à faire et il me restait plus que ma thèse à rédiger, donc toutes mes manips étaient terminées. Et en fait, le Covid est tombé à ce moment-là. Et donc du coup je suis resté en région parisienne pendant le Covid et j'ai été dans une bulle seule pendant 2 mois. Beaucoup de mes proches se sont inquiétés parce que justement j'étais dans ma bulle seule dans un appart et autres. Mais moi j'ai adoré parce qu'en fait ça m'a permis de terminer ma thèse, de la terminer proprement, sans stress. Et donc non, du coup en octobre 2020 je soutiens ma thèse. Alors un peu compliqué parce qu'avec le Covid il y avait 15 000 paperasses à faire, des personnes qui voulaient pas se déplacer, sauf que trouver des jurys de thèse un peu spécialisés en optométrie en France, autant dire que c'est galère. Mais donc du coup je la passe quand même, je la valide. À Orsay, tu la passes? Ouais. Donc en fait moi du coup mon laboratoire c'était le laboratoire Aimé Coton qui a fusionné par la suite avec le CNRS. Et donc le CNRS est sur le plateau de Saclay. Donc du coup j'ai eu la chance d'avoir une thèse qui sort du CNRS. Donc ça j'en suis assez content. Ok. Du coup t'as écouté l'épisode de Jérôme qui travaille dans la recherche. Il m'a expliqué qu'il travaille avec Essilor aussi. Et voilà. Mais du coup c'est marrant, ça se recoupe. De toute façon en même temps aujourd'hui en France, si tu veux faire un peu de recherche, Essilor est quand même pas loin. Tu vois, pour un optométriste. Dès qu'on va toucher sinon à du médicament ou à de la contactologie, c'est très dur de faire de la recherche aujourd'hui en France. Ouais. C'est des ophtas quoi. C'est ça. Donc au mois d'octobre, je la soutiens, elle est validée, tout est déposé, Parfait. C'est bon, je termine, je suis docteur. T'es docteur en optométrie. Et en fait, en France, on peut pas vraiment dire ça dans le sens où l'optométrie, on se l'approprie, ce mot en tant que tel. Mais oui, j'ai un PhD. C'est quoi ton titre? J'ai un PhD en sciences de la vision. Ok. Donc, sciences de la vision. La classe, quand même. Après, moi, je dis docteur en optométrie parce que ça le fait bien, tu vois. Mais c'est totalement différent d'un Audi qu'on pourra retrouver au Canada, aux États-Unis, tu vois.
Et là, ton recul sur ces 3 années, c'est quoi à ce moment-là ? Quand par exemple, au moment où tu as eu ce choix à faire de soit poursuivre ce que toi tu t'étais fixé, donc aller voyager, tout ça, ou alors saisir l'opportunité où c'était un peu flou, tu savais pas où ça pouvait t'amener, mais en même temps tu savais que c'était une opportunité. Et du coup, c'est quoi ton recul sur ce choix-là, sur ces 3 années ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Je ne regrette pas du tout tous les choix que j'ai faits. Parce qu'encore une fois, je reste persuadé que le voyager, je pourrais le faire quand je veux. Est-ce que quand il y a eu le Covid, tu t'es dit mince, il n'y aura pas de voyage tout de suite ? Non, après ça a été un peu aussi un peu parsemé, tu vois, pendant ma thèse, où des fois j'ai eu des gros moments de doute. J'ai eu des quand fois même, t'as pas eu 3 ans linéaires. Non, j'ai eu des fois envie d'arrêter, j'ai eu envie des fois de baisser les bras. Parce que c'est quand même pas... T'es entouré du coup, je veux dire, à part ton maître de stage, t'es pas entouré psychologiquement Non, alors j'ai eu la chance, c'est que ma première année de thèse, j'avais une autre thésarde qui était avec moi, qui elle terminait sa thèse et moi je commençais la mienne. Donc pendant cette année-là, on s'est beaucoup soutenus, elle et moi. Après la 2e et 3e année, non, j'étais seul. On avait des stagiaires de temps en temps, de master qui venaient, mais notamment la 2e année, j'étais juste avec mon maître de thèse. J'espère que vous vous entendiez bien. Oui, on s'entendait bien, mais c'est pas toujours évident. Et donc oui, des fois j'ai eu des moments de doute, mais avec le recul, ça m'a énormément formé. J'ai des réflexes aujourd'hui dans mon métier, et je pense que je les dois à la thèse, à la manière dont on m'a appris à réfléchir. J'ai des réflexes de rapidité, j'ai appris plein de choses pendant cette thèse qui me sont utiles aujourd'hui, et je reste persuadé que si je l'avais pas fait, j'aurais des regrets, et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Quand on a un PhD en optométrie, quand on a fait 3 ans de thèse, après on fait quoi ? Et ben en fait, c'est l'avantage un peu de notre milieu en optique. C'est aussi ce que je dis un peu des fois à des personnes qui connaissent pas mon métier. C'est que aujourd'hui avec le master, en fait déjà avec le BTS tu peux bosser dans beaucoup d'endroits, avec la licence tu peux bosser dans beaucoup d'endroits, avec le master tu peux aussi bosser dans beaucoup d'endroits. Bah moi je me suis ouvert encore une case en plus. Et en fait c'est un peu aussi ma difficulté, moi c'est que j'aime tout. J'ai bien aimé la recherche, j'ai bien aimé l'enseignement, j'aime bosser en cabinet et faire de la contacto. Autant, j'aime aussi faire du magasin, si c'est un magasin adaptateur comme j'ai pu avoir en Suisse. Donc vraiment, j'aimais tout. Il y avait une partie par contre que je connaissais pas, c'était le milieu de l'industrie, mais tourné autour de la contactologie. Donc moi, la contacto, ça a toujours été vraiment un peu ma matière favorite dès que je suis arrivé en licence. J'ai toujours, il y a un côté où en contactologie, c'est certes une matière qui est très scientifique, mais il y a un côté un peu sensitif, tu vois, quand tu adaptes quelqu'un, en fonction du mot qu'il va te dire, ou en fonction du ressenti, enfin, plein de choses, tu sais que ton adaptation va pas être la même. C'est un peu moins carré que l'optométrie, et du coup, je pense que je préfère ça. Donc du coup, le milieu de la contactologie m'a toujours plu, et le milieu du coup de l'industrie m'attirait, parce que je ne le connaissais pas, justement. La recherche, je pense que j'avais fait un peu le tour, entre le stage plus la thèse. J'avais aussi envie de rencontrer des gens, d'être en contact avec des gens. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai postulé au poste de formateur du coup chez Cooper Vision. Ok. Est-ce que tu as postulé dans plusieurs boîtes ? Oui, alors vu qu'on était post-Covid, j'ai quand même eu un moment de stress parce que du coup je me disais c'est bon, je suis surdiplômé pour des fois certains métiers, je vais galérer à trouver. Ou alors une des options aussi c'était de m'expatrier à l'étranger et faire ce qu'on appelle des post-docs à l'étranger. C'est quoi des post-docs? En fait, c'est des postes qui, c'est des sortes de mini-thèses qui s'ouvrent à des personnes qui viennent d'avoir une thèse. Donc on appelle ça le post-doctorat. Et donc du coup, voilà, ça permet de développer encore tes compétences de recherche, développer d'autres compétences scientifiques également. Mais vu que moi la recherche j'avais eu un peu ma dose, le post-doc c'est pas forcément ce qui m'attirait, on va dire. Et donc du coup j'ai fait des candidatures spontanées. C'était quoi tes critères en fait déjà l'industrie de la contacto. L'industrie de la contacto, et j'avais sélectionné des laboratoires en tout cas avec qui j'avais eu plaisir à travailler à l'époque et que j'estimais que leurs produits étaient correspondaient, avec lesquels tu avais de l'affinité déjà de base. C'est ça. Ok, ça marche. Donc t'en sélectionnes quelques-uns, tu candidates, et après donc tu passes plusieurs entretiens. Du coup déjà il y en a certains. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de postes dans l'industrie ils sont quand même assez rares parce qu'une fois que tu as un poste tu le gardes. Moi la chance que j'ai eue c'est que la personne que j'ai remplacée aujourd'hui chez Cooper, son mari avait été muté en Espagne et donc hors France, et donc après pour des raisons perso
ils ont fait le choix de partir en Espagne. Et donc elle, en plus, elle lâchait un boulot, mais à contre-cœur en plus, parce qu'elle adorait son poste qu'elle avait, que j'ai repris, et du coup je la comprends. Mais donc du coup voilà, c'est aussi parce qu'un poste s'est libéré à ce moment-là, en région parisienne, que ça correspondait à mes critères. Enfin, il y a aussi un peu de chance quand même dans le lot. Je suis tombé, je pense, au bon moment. De chance ou les planètes qui s'alignent ouais, aussi. c'est ça. Voilà. Tu vois, parce qu'il y a d'autres labos qui m'ont répondu que, ok, très bien, on prend ton CV, mais actuellement on n'a rien. Et en plus, en période post-Covid, clairement pas une période ouverte à l'embauche. Et vous, à la création de nouveaux postes. Ouais. Il n'y a que Cooper qui te répond positivement ? Non, il y a d'autres entreprises. Ouais. Mais ton choix s'est quand même porté sur ce labo-là. C'est ça, exactement. Okay. Il se passe combien de temps entre la fin de ta thèse et le moment où tu bosses chez Cooper ? 15 jours. 15 jours, c'est très rapide. En fait, je suis quelqu'un quand même d'un peu stressé, organisé, j'aime pas non plus trop les surprises. Et en fait, dès le mois de septembre, c'est à partir du mois de septembre que j'envoie toutes mes candidatures spontanées. J'ai très vite mon entretien avec Cooper, alors que je suis encore en thèse. Donc avant de finir la thèse, tu envoies tes candidatures. Bien sûr, Et oui, parce que c'était en octobre ta soutenance, c'est dès septembre. C'est ça. Et donc du coup, déjà quand je suis en thèse, je sais que post-thèse, j'ai un poste qui m'attend. Donc du coup, j'ai 15 jours de chômage, si on peut dire ça. Et après, j'attaque mi-octobre chez Cooper Vision. Mi-novembre, pardon. Mi-novembre, ça marche. Et donc du coup, directement au poste de formateur. C'est ça. Est-ce que tu connaissais ce poste ? Est-ce que tu connaissais vraiment toutes les missions du poste ? Ou est-ce que c'était plus l'idée que t'en avais Alors, je connaissais parce que j'avais une de mes très bonnes amies qui occupait un poste similaire dans un laboratoire concurrent. Donc du coup, pour avoir déjà discuté avec elle un peu de ce qu'elle faisait de ses journées, et autres, j'avais une vague idée. Après, entre la vision que elle me permettait d'avoir et la réalité, il y a eu quelques différences, mais qui sont pas... C'est pas des mauvaises différences, pas du tout. Mais non, j'ai quand même appris un nouveau métier qui est hyper intéressant, qui me permet au final aujourd'hui de regrouper un peu tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a de l'enseignement. Alors la formation, c'est pas de l'enseignement comme on peut le faire à la fac, mais ça reste de la... Ça reste, du partage. Du partage de savoir, du partage de connaissances. Il y a le contact humain. Donc moi, mon secteur, c'est Paris-Île-de-France, le nord et le nord-est de la France. Donc c'est un gros secteur, mais qui me permet de bouger régulièrement. Je pense qu'il y a aussi ça. C'est que pendant 3 ans, j'ai pas pu bouger. Là, je pense que j'ai un peu la bougeotte, tu vois. Il faut que je bouge un petit peu. Et il y a le fait que tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes. Et nouvelles personnes, en plus, qui sont... Si je vais les voir, c'est qu'ils sont intéressés par de la contacto, c'est qu'ils sont intéressés par de la formation. Donc je suis toujours très bien accueilli et je suis toujours accueilli par des personnes qui, du coup, quel que soit leur niveau, sont intéressés et sont remplis de questions. Et ont besoin de toi. C'est ça. Et c'est hyper intéressant d'avoir des personnes qui viennent pas à reculons. Là où des fois, quand t'es enseignant, t'as des étudiants qui viennent à reculons et c'est dur des fois de les stimuler. Ouais. Après, je travaille pour un laboratoire, donc bien évidemment... mon rôle à travers mes formations va être aussi de promouvoir bien sûr les produits qu'on propose, ça c'est sûr. Après ce qu'il faut savoir, donc sur nous en tout cas chez Cooper, sur notre structure, on va dire que moi aujourd'hui je fais à peu près 70% de formation, c'est 70% de mon temps dédié, et 30% après ça va plutôt être sur des missions en interne, sur de la gestion de projet, création... sur des lancements de nouvelles lentilles, sur donc, par exemple organiser les soirées Optomeeting, ce genre de projet, voilà. Voilà, il y a plein de petits trucs que quand on est de l'autre côté, quand on est dans un magasin ou dans un cabinet et qu'on voit nos délégués arriver et qu'on voit pas. Mais non, il y a une vraie vie dans un laboratoire. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette facette-là aussi. Et en fait, donc nous aujourd'hui chez Cooper, la partie donc service aux professionnels, dont je fais partie, est rattachée au marketing. Et donc du coup, j'échange énormément avec des personnes du service marketing de chez Cooper Vision, qui sont du coup des personnes qui n'ont pas du tout un background en optique. Mais par contre, elles ont une expérience marketing qui est juste dingue. Et c'est... j'adore échanger avec elles parce qu'elles m'apprennent continuellement, tu vois. Et toi, quand je te disais que par exemple, typiquement, c'est à cet âge-là que j'aimerais bien faire du marketing... je pense que c'est un peu trop tard pour reprendre un master en marketing, quoique on ne sait pas, mais juste au moins avoir quelques notions, ça me plairait beaucoup plus parce que je sens que... Et tu sens ta limite sur ce domaine-là en échangeant avec ces personnes, quoi. En tout cas, si je devais résumer un peu mon parcours, c'est que
plus tu fais d'études, plus tu te rends compte que tu sais rien. Oui, j'avais adoré quand tu m'as dit ça. Plus tu avances, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Toi, je l'avais noté. Ouais, c'est... Parce que tu vois, tu sors du BTS, tu as le droit de faire des examens de vue, puis du coup, tu vas partir faire une licence en optométrie contactologie. Et puis là, tu te rends compte que déjà, niveau contactologie, en fait, tu connaissais rien. Niveau optométrie, tu avais les bases de l'examen de vue, mais en fait, tu comprenais pas ce qui se passait derrière, en fait. Tout le fonctionnement de la vision binoculaire, du système accommodatif. Puis après, derrière, tu as le master qui, pour ma part, c'est vraiment la partie patho qui m'a beaucoup aidé, notamment les cours d'optopatho, ce genre de choses. Puis après, moi, derrière, j'ai la partie thèse où en fait, je me rends compte que il y a encore un monde, quoi. Ce fameux mémoire de licence qu'on subit tous, en fait, c'est rien du tout. En fait, c'est rien du tout. Et puis, en fait, c'est hyper intéressant quand tu te questionnes sur un sujet. Et donc, ouais, du coup, moi, si je devais résumer un peu, c'est plus t'apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, moi, j'apprends encore aujourd'hui, plus trop sur des fois des domaines liés à l'optométrie. Et pour autant, je sais pas tout, mais voilà. Mais j'apprends sur la stratégie marketing ou ce genre de choses. Donc c'est cool. Sur des stratégies de management aussi. Enfin, voilà. Donc voilà. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand... Donc moi, je travaille en cabinet sur Paris et j'avais du mal à me lancer sur l'adaptation sur les multifocales. Ouais. Et je me rappelle que je ne sais plus qui de Cooper Vision était passé, donc la déléguée commerciale, et je lui en avais fait part et elle m'avait dit écoute, on a Marc, formateur, et lui il peut venir avec toi sur une adapte, ou alors il peut reprendre des points avec toi, en fait faire des petites formations sur ce que tu veux comme lentille et tout, voilà. Et donc ça, j'avais trouvé ça très bien. Enfin, c'est vrai que bon, c'est tous les labos, hein, je sais que c'est pas que Cooper Vision, mais voilà, le fait de se rendre disponible comme ça, déjà c'est super, parce que moi j'étais en début de master et j'avais un petit peu fait de contacto, mais et je me sentais pas entourée d'opto dans mon cabinet, donc j'étais un peu toute seule. Et du coup, je suis venue faire la formation avec toi et j'avais trouvé ça trop bien. Je me rappelle que je me suis dit, mais il sait tout ça. Alors que tu m'avais fait une formation de 2 heures que sur les multifocales, tu vois. Alors qu'en plus, en vrai... Et je me suis dit, mais waouh, genre, il arrive à faire une formation construite, il connaît trop bien son sujet, il explique trop bien. Et j'étais en mode... c'est gentil. Non, mais c'est vrai, j'étais... Alors qu'en vrai, moi, je me rends compte aujourd'hui que mes formations, en fait, c'est surtout que je lève des freins là où certaines personnes s'en mettent. Et ce qui est marrant, c'est que il y a pas très longtemps, il y a eu le congrès d'optométrie et j'ai animé un atelier avec Amandine Milleheureux et Stéphanie Froger, notamment sur la lentille MySight, donc la lentille pour freiner la myopie. Et en fait, c'était même pas tant la lentille dont on parlait, c'était plus de l'adaptation de manière générale. Et donc on a eu un atelier où il y a eu quand même pas mal de monde dans cet atelier et les personnes nous ont beaucoup posé de questions et en fait à chaque fois Amandine et Stéphanie avaient cette capacité de leur faire prendre conscience que c'était eux qui se mettaient des freins en fait. C'est jamais, pas tout, je vais pas dire jamais, mais c'est rarement le client ou le médecin qui va mettre des freins, c'est des fois nous-mêmes en tant qu'opticien on se met des freins et moi je me rappelle que toi quand je t'ai eu en formation, t'avais déjà un bon niveau, je pense que c'est juste un petit manque de confiance et en fait j'ai juste eu besoin de te prouver que tu savais des choses. Et t'as vu d'ailleurs par la suite tu m'as envoyé 2-3 mails sur 2-3 adaptations et en fait tu avais déjà les réponses, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Et même tu m'avais dit oui, tu m'envoies un mail, tous les dimanches je traite mes mails, donc tu m'avais dit fais-moi un mail, tu me décris toute ton adaptation, toutes tes questions, et je réponds à ton mail et tout, et je me disais c'est trop bien, et du coup je t'avais envoyé des mails, puis après je t'ai envoyé plus de mails parce que j'étais en mode c'est bon, j'avais pris confiance et ça allait. Surtout qu'en plus dans mes souvenirs, t'étais seule dans le cabinet avant, il n'y avait pas encore Jolie. Oui, c'est ça. Là aujourd'hui t'es accompagnée d'une autre optométriste, donc l'avantage c'est que vous pouvez échanger toutes les deux. Oui. C'est vrai que c'est dur des fois quand on se lance en contacto et qu'on est seul, qu'on a personne moi, autour de soi. Moi en tout cas j'ai tendance à me mettre des freins, on va dire. Parce que c'est ça en fait, j'avais du mal à être dans la proposition. En fait je voyais le patient et je me disais tiens ça c'est un patient, il faut lui proposer de la multifocale. Ou alors ce patient là il a ça comme lentille, je sens que ça va pas. De ce qu'on m'a appris, de mon petit recul que j'ai, je sens qu'il faudrait faire une modif ou changer de lentille, etc. Et j'avais du mal à être dans la proposition parce que je me disais, je vais être dans la proposition, ça veut dire qu'il va falloir faire l'adapt, il va falloir le revoir, plusieurs rendez-vous. Et si je me mets à patauger, et si ça va pas. Et du coup, je me disais, je me mettais un frein et je me disais, non, du coup, non, je me le sens pas. Alors que maintenant, tu t'amuses. Alors que maintenant, c'est bon et voilà, ça roule. Ah, top. Ça me fait plaisir. Ouais, non, mais c'est vrai, je tenais à te le dire, comme ça, t'as un petit retour.
Et donc en tout début de podcast, tu nous as dit que avant même de partir dans l'optique ou quoi que ce soit, ton envie principale c'était de travailler dans l'environnement, d'être au cœur de ces sujets-là, qui sont de plus en plus d'actualité. Aujourd'hui, dans ton métier et dans ta vie, quelle part est-ce que ça prend, l'environnement ? Est-ce que c'est toujours une préoccupation que tu as ? Est-ce que c'est toujours présent ? Alors, d'un point de vue professionnel, je l'ai laissé de côté, on va dire, parce que moi aujourd'hui, mon leitmotiv, on va dire, dans mon boulot, c'est de permettre aux personnes d'être bien adaptées avec des lentilles de contact, de bien voir à travers ces lentilles de contact. Enfin voilà, c'est un peu le message que je me dis au quotidien quand je fais une formation, même si j'ai de la chance d'être dans un laboratoire qui aujourd'hui prend des décisions pour notre planète, donc notamment avec le principe de la neutralité plastique et plein d'autres choses. Donc ça, après, c'est une petite fierté quand même d'être dans un laboratoire qui est assez fair. Avec le recul, je pense que c'est quelque chose qui me passionne toujours. De là à travailler pour ça, je sais pas, tu vois, si j'en serais capable, surtout en plus... vu comment ça se passe un petit peu, je pense que ça peut être assez angoissant d'être plongé H24 dedans. Je sais pas si je serais assez solide psychologiquement pour bosser dans ce genre de milieu. Dernière question de ce podcast. S'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro, ce serait qui ? Ça serait un optométriste. Et en fait, j'ai pensé à une personne parce que parmi tous les profils un peu que tu as déjà présentés, je pense qu'un profil comme ça, tu l'as pas trop eu encore. C'est un très bon ami à moi qui s'appelle Julien Lepont, qui est donc un optométriste français, qui a eu du coup différentes expériences en Suisse et en Belgique. Aujourd'hui, il travaille en Belgique. Et ce qui est sympa, lui, dans son parcours professionnel, c'est qu'aujourd'hui, il a réussi à trouver un boulot où c'est pas lui qui bosse pour plusieurs... Enfin, c'est pas... Comment dire habituellement, t'as plutôt un opto qui va bosser pour plusieurs OFTA dans un centre, mais c'est un peu... il reste toujours dans le même centre. Là, c'est plutôt lui qui change de centre. En fait, tous les jours, il change d'ophtalmo, il change de spécialité. Et il bosse à la fois avec des spécialistes de la rétine, des spécialistes des inflammations, des spécialistes des paupières. Et en fait, il navigue comme ça tous les jours. Et c'est vraiment les OFTA qui se battent pour l'avoir. Et je trouve ça assez agréable en tant qu'optométriste. Et du coup, voilà, expérience en Belgique, c'est toujours sympa. Donc si tu as l'occasion de partir en Belgique, boire une bière et manger des frites, ça peut être cool. Bah écoute, effectivement, ça peut être très intéressant de l'avoir dans le podcast, donc on essaiera de le contacter. Merci beaucoup Marc d'avoir participé aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis... à très bientôt. À très bientôt. Vous venez de rencontrer Marc. Je ne vais pas épiloguer très longtemps, étant donné que cet épisode est très complet, mais je pense qu'il est important de retenir que la force de son parcours a été ses multiples expériences professionnelles, malgré un parcours en initiale. À bientôt dans Chamoisine.